en grand nombre alors qu'on a un samedi ensoleillé. Je vous remercie d'être présents et présentes. Je vais vite, avant de commencer, laisser la parole à notre intervenant, présenter le groupe Regard Critique en 2-3 mots. Donc c'est une association qui a été fondée, c'est une vieille association de l'Université de Lausanne, elle a été fondée en 1900 quand même, pas 88, par des personnes qui sont issues de la communauté universitaire, donc principalement des étudiants et étudiantes, mais également des personnes qui sont doctorants et doctorantes. Et c'est une association qui organise des conférences, des ateliers, des projections, dans le but est de ralentir un peu le terme de nos vies, de nos rendus, etc., pour réfléchir de manière critique sur le monde qui nous entoure et aussi agir sur lui. Alors ça dépend, ça fluctue en fonction des effectifs, étant donné que là en ce moment on n'est que 5 ou 6 de l'association, on fait plutôt la partie organisation de conférences et on n'agit pas trop sur le monde pour l'instant, mais on espère pouvoir faire plus. Dans ce but-là, je vais vous donner une fiche sur laquelle vous pouvez inscrire vos adresses mail si ça vous intéresse d'être tenu au courant de nos activités par une mailing list ou si vous voulez vous impliquer par la suite. Et juste avant de laisser la parole à notre intervenant, que je remercie d'ailleurs énormément pour être venu aujourd'hui, je vais laisser la parole à Shalanda qui va présenter une association qui va être créée à l'Université de Lausanne qui rassemble les étudiants et étudiantes afrodescendants et afrodescendantes. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Déjà, merci beaucoup à l'université de laisser un peu l'espace pour qu'on puisse présenter. Donc, du coup, je viens comme représentante de l'association des étudiants et étudiantes afrodescendants et afrodescendantes de l'Université de Lausanne. Donc, on n'est pas encore accepté, c'est vraiment qu'on a donné les statuts, donc on attend d'être accepté. Et vraiment, le but, en fait, c'est en avant. On a plusieurs objectifs. Et du coup, à travers l'association, on voudrait justement, par exemple, mettre en avant contrer le mimétisme justement des intellectuels, des artistes, des scientifiques afrodescendants qu'on entend souvent pas dans le cursus universitaire. Et du coup, ça serait vraiment notre objectif de faire des mises en avant justement pour ça. Pour débattre sur tout ce qu'on est concerné. Ça veut dire qu'on a souvent l'habitude que la discrimination, le racisme ou autre soit discutée de personnes pas forcément concernées. Et du coup, on a voulu créer cette association pour qu'au sein de l'UNI, nous pouvons prendre la parole lorsqu'il y a des faits comme ça. Voilà. Et aussi, comment dire ça, c'est aussi un peu une famille, donc on a décidé, on se reconnaît entre nous et du coup, on a voulu faire une association justement pour promouvoir ça et promouvoir en fait nos intérêts qui souvent sont mis de côté en fait dans l'université, où on a senti en tout cas que c'était mis de côté et pas mis en avant. Donc voilà, merci d'écouter. On donnera les informations, je pense que dès qu'on a la page Facebook et l'acceptation. Voilà, merci. Du coup, je vous laisse la parole. Bonjour tout le monde. Je suis Ndalou Genseni, je suis président de la Ligue panafricaine Umoja. La Ligue panafricaine Umoja est une organisation panafricaniste politique qui est donc implantée dans une dizaine de pays africains et dans quelques pays de la diaspora, notamment en Occident, et évidemment dans les Caraïbes aussi, nous visons de nous y implanter. Alors l'objectif de cette organisation, c'est de travailler à ce que les panafricanistes, en tout cas, rejoignent, animent la vie politique africaine. Parce que le panafricanisme est une idéologie politique, bien entendu, et par rapport à quelques faits d'histoire, les leaders panafricanistes ont été exclus de façon assez brutale du champ public africain. Donc il faut travailler à ce qu'ils reviennent tout simplement. Donc je suis heureux d'être là. Je voulais donc remercier l'association Regard Critique de m'avoir demandé de venir. Je voulais signaler aussi qu'il y a des membres de la Ligue panafricaine dans cette salle. Il y a le secrétaire général aussi qui est venu de France, qui était venu faire un événement à Genève il y a quelques heures. Il nous a rejoint, Hamzat Boukari, il est dans la salle. Il pourra aussi contribuer de façon favorable, en tout cas, au débat, parce que par ailleurs, c'est un historien du panafricanisme aussi. Voilà. Donc, voilà à peu près pour la présentation. Pour le thème qui va nous occuper, alors, je vais essayer de faire une petite explication quand même, parce que je pense qu'on ne parle pas souvent de la notion de Grand Congo. On parle du Congo, tout simplement. Ça nous renvoie aux deux Congos. J'ai choisi le Grand Congo parce que c'est d'abord un problème de paradigme qu'il faut casser. Nous considérons que la conférence de Berlin de 1885 a laissé des traces, et on n'est pas obligé de suivre, en tout cas, cette géopolitique qui s'impose de façon négative encore à nous. Mais je vais aller un peu plus loin encore. Alors, globalement, nous allons voir quelques... Je pense qu'il y a... Ce n'est pas visible.
On va avoir... c'est bon, je pense que c'est bon. Merci. Alors donc, je vais présenter quelques thèmes, mais bon, même si de temps en temps je ne respecte pas la progression qui est indiquée, c'est justement pour permettre de savoir à peu près de quoi nous allons parler. Je vais revenir un peu sur la notion de Grand Congo. On parlera de la pénétration et de l'occupation coloniale, puisque pour pas comprendre les problèmes africains sont retournés un peu en arrière. Les indépendances, en particulier l'indépendance du Congo, mais ici je fais référence à l'indépendance du Congo dit Kinshasa. Je précise aussi, quand je vais parler, je vais souvent parler de Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, ou Congo belge, ou Congo, enfin francophone si vous voulez. C'est juste pour préciser parce que la République démocratique du Congo a changé son nom par le passé, encore très récemment, par du Zaïre, donc ça peut deux fois prêter à confusion. C'est juste pour quelques facilités. Ensuite, on va aborder aussi les résistances post-indépendance et on finira par des pistes éventuellement et puis on va échanger. Naturellement, il y aura des contributions aussi d'autres dans la salle, ça serait bien. Donc, concernant la notion de Grand Congo, donc j'avais commencé par présenter. C'est pas par facilité de langage, parce que tout s'y prête finalement. Dans cette image, vous avez donc là le fameux Congo démocratique, le Grand Congo, disons, par rapport au petit qui est juste à côté. Donc ici c'est belge, là c'est français. Le fameux Congo démocratique, je disais tout à l'heure par facilité, on peut considérer du fait de sa superficie, c'est quand même le 11e pays au monde en termes de superficie, sur les 194, ce qui n'est pas rien. C'est 2 345 000 km². Ensuite, si on regardait juste ces éléments physiques, par sa géographie, ce territoire est le 7e au monde qui a 9 voisins. Il a 9 voisins, alors que ça veut dire que sur le plan de sa géographie, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, notion de Grand Congo, si on ne tient que compte de ses caractéristiques physiques, je dirais par facilité au langage, ça se justifie. Mais, si on va encore un peu plus loin, ce pays a un potentiel hydrologique, en tout cas l'un des plus importants au monde. Pour toute l'Afrique, en tout cas son réseau hydrologique peut aider déjà à toucher plus de la moitié du continent africain. Alors quand on pense qu'il y a 9 pays voisins, en particulier vous avez la Tanzanie à droite, ici vous avez la Tanzanie, donc qui donne sur l'océan Indien, ici vous avez l'Angola, qui donne sur l'océan Atlantique. Tous ces pays autour, aucun n'a le quart de son potentiel de développement. Donc ça suppose que si ce pays était libéré complètement pour se développer, ce pays serait certainement, en tout cas c'est le poumon, on va dire, des matières premières, en particulier dans l'industrie du monde, mais ça donnerait, en tout cas pour le continent africain, une avancée extraordinaire. Ce pays est encore un pays extraverti, son économie est extravertie, comme sous la période coloniale, c'est-à-dire que les matières premières sortent à l'état brut, il y a une bourgeoisie qui est plutôt comprador, plutôt donc créée de l'extérieur. Chaque fois qu'un régime tombe, la bourgeoisie qui était liée au régime tombe également, donc c'est pas une bourgeoisie qui est solide. Donc c'est un pays qui, on va le comprendre tout à l'heure, s'il avait tous ses moyens, c'est quasiment la moitié du continent africain. Si on peut faire la jonction avec le Nigeria juste à côté, qui a globalement les mêmes caractéristiques en termes de puissance, c'est toute l'Afrique de l'Ouest, débarrasser les carcans franc CFA et autres et tout, ce sont deux pays africains, bon, avec l'Afrique du Sud un peu plus en dessous, ce sont deux pays africains qui sont des pays stratégiques, et on va le comprendre tout à l'heure. Alors, en termes de minerais aussi, ce pays, je crois que c'est le pays au monde qui a le plus de minerais disséminés sur le pays, sur l'ensemble du pays, on trouve des minerais. Aujourd'hui, on est concentré dans cet espace qu'on appelle le Katanga, où on trouve beaucoup plus d'uranium et tout ça, mais c'est tout le pays qui est comme ça, en gros. Donc, ne serait-ce que pour ces raisons-là, normalement, le terme Grand Congo a tout son sens. Il a un sens anthropologique, sociologique, on va essayer de voir encore tout à l'heure, politique, parce que la conférence de Berlin a divisé, a morcelé le continent. Il y avait des États dans tous ces espaces, des États relativement cohérents, même si ils étaient affaiblis avec l'esclavage, des royaumes, des empires, qui avaient un sens
et tous ces peuples se retrouvent disséminés dans les territoires qui ont été morcelés. Et donc il y a un sens de parler du Grand Congo. Au fond, le Grand Congo, c'est quasiment toute l'Afrique à partir du centre jusqu'au sud. C'est le Grand Congo. Ce n'est pas juste le Congo démocratique que nous avons en face. Ensuite, on va essayer d'évoluer. Donc on a présenté ça. On va regarder donc un peu d'histoire sur la période de la pénétration et de l'occupation coloniale. Il y a deux choses différentes. Il y a la pénétration coloniale lorsqu'il y a eu ce qu'on appelle la ruée sur l'Afrique, ce qu'on appelle la course au clocher, et il y a l'occupation. Parce que la pénétration aurait pu échouer. On aurait pu aussi mettre enfin, en tout cas, bloquer l'accès à l'intérieur du continent, et donc la colonisation n'aurait jamais eu lieu. Donc c'est deux phases relativement différentes. Ce qu'il faut noter, c'est que, on va dire fin 19e siècle, à peu près autour de 1880, l'expansionnisme européen sort du continent européen. Ils vont aller chercher des espaces, des richesses ailleurs pour pouvoir donner un peu plus de souffle à l'industrie, parce qu'il y a eu beaucoup de guerres entre-temps, intra-européennes. Et donc, il a fallu à ce moment-là aller trouver des débouchés ailleurs. Le commerce sur l'esclavage aussi prenait fin. Il faut trouver évidemment des espaces pour pouvoir avoir un peu plus de marge économique. Et donc, cette ruée va d'abord avantager les pays des anciens impérialismes, la France, le Portugal, l'Angleterre, d'accord ? Mais il y a des nouveaux qui arrivent. Il y a la Belgique, particularité, à cette époque, la Belgique, c'est vraiment une entreprise individuelle. C'est le roi Léopold qui mène la danse. Ce n'est pas la Belgique en tant que telle. Alors que les autres impérialistes, ce sont des États avec leurs moyens. La Belgique avait une particularité, c'est un individu qui fait l'entreprise coloniale. Et à côté de la Belgique, il y a l'Allemagne aussi qui n'avait pas un passé colonial assez important, et l'Allemagne aussi était un nouvel impérialisme. Et donc, on va dire qu'entre 1880 et à peu près 1885, avant la conférence de Berlin, les rivalités deviennent assez difficiles entre Européens. Donc, ils font des combines entre États de façon bilatérale, et ça ne marche toujours pas parce que, à plusieurs reprises, ce qu'on appelle les agents explorateurs de chaque mandon colonial ou bien colonial sont presque arrivés à se battre sur le terrain. Alors, la partie qui nous intéresse, si je reviens sur la carte, la partie qui nous intéresse ici, c'est surtout les deux parties, parce que ce que je vais dire, c'est valable quasiment pour tout le continent africain, au moment de la ruée sur l'Afrique. Donc la partie qui nous intéresse, c'est en tout cas entre le Congo dit démocratique et le Congo Brazzaville, donc le Congo français. Alors, pour cet espace-là en particulier, il va y avoir deux explorateurs coloniaux. À l'époque, on a expliqué que c'était des entreprises scientifiques. C'est par rapport à l'exploration géographique que cela se faisait. Au fond, non. Vous avez à gauche l'Italien Savorgnan de Brazza, qui est plutôt mandaté par la France. Pour sa première mission, on explique que c'est une mission qui n'était pas officielle, mais finalement la France va reconnaître très très rapidement les traités qu'il va ramener du continent africain. Il va passer par le Gabon, par ce qu'on appelle l'Ogooué, la grande rivière Ogooué, pour rejoindre en fait le fleuve Congo. L'autre, c'est Morton Stanley, c'est un Britannique, sujet britannique, qui donc va travailler pour le compte du roi des Belges de façon personnelle. Alors, j'essaie à ce qu'on reste vraiment sur cette partie. Donc, ces deux personnages vont donc faire la conquête de ces espaces pour le compte de leur mandant. Plus tard, une fois qu'ils sont arrivés dans cet espace, vous voyez ici, vous avez Brazzaville, là vous avez Kinshasa. Et la frontière ici, c'est le fleuve Congo. C'est le fleuve Congo. Ce fleuve Congo, je disais tout à l'heure, c'est le deuxième au monde après l'Amazone. Le deuxième fleuve le plus puissant en termes de débit en tout cas. Et donc avec les caractéristiques que ça peut représenter au niveau du développement économique. Et donc, lorsque les deux personnages arrivent à cet endroit, en fait, on va dire que c'est un seul territoire. Il y a un royaume ici qui s'appelle le royaume Téké. Ce royaume s'étend à la fois sur la République démocratique du Congo, ici, sur le Congo-Brazzaville et sur le Gabon. Le roi, on va dire, a son siège particulièrement au Congo-Brazzaville. Et donc, par ignorance, bien entendu, mais enfin, ils sont ignorants, ils ne sont pas ignorants, en tout cas, ils vont poser, De Brazza va poser son drapeau quelque part ici, c'est-à-dire il va signer un traité avec le roi Makoko. Il va l'obliger à signer le traité, il va faire la guerre, en gros, ce sont des criminels. Et donc, il va arracher les traités de façon criminelle,
Et Stanley, il va faire la même chose, il va poser son traité de l'autre côté du fleuve. Par conséquent, c'est la naissance des deux Congos. Et donc, les populations qui se trouvent à Brazzaville et à Kinshasa sont exactement les mêmes. Et donc, c'est cette situation qui va être le début, en fait, de ce partage. Alors, un peu plus bas, ici, vous avez ce qu'on appelle le royaume Congo. Le royaume Congo, dont le nom Congo vient d'ailleurs, ce royaume Congo s'étendait sur la RDC ici, sur l'Angola, d'accord, et sur le Congo-Brazzaville. Le royaume Congo, de ce fait, va être divisé aussi en deux, trois, parce que vous avez les Portugais qui occupent l'Angola, vous avez donc les Belges du côté Congo démocratique, et vous avez le Brazzaville et les Français par là. Aujourd'hui, ce royaume Congo est divisé en trois. Vous trouvez les Congos autant dans les trois pays d'ailleurs, mais qui ont des nationalités différentes aujourd'hui. Ils ne peuvent pas passer les frontières comme bon leur semble, quand bien même les valeurs culturelles, la sociologie est toujours la même, ainsi de suite. On peut aller plus loin. D'ailleurs, ici, vous avez toujours la République démocratique du Congo. Alors, ça, c'est la Centrafrique, qu'on appelait le Bongi-Chari à l'époque. Un exemple relativement intéressant, vous avez sur cette frontière des peuples qu'on appelle les peuples Zandi. Ces peuples se retrouvent en ce moment au Sud-Soudan, se retrouvent en République démocratique du Congo. Ils sont aussi en République centrafricaine. Ils sont devenus trois nationalités qui s'opposent. Ils se font des guerres aujourd'hui. À cause de cette situation qui a été créée donc, entre 1880 et 1885. Alors, tout ceci fait que l'Afrique, en fait, est jonchée de, on va dire, à ce moment-là, de plusieurs caravanes. On appelle ça les caravanes. C'est-à-dire que quand de Brazza, Stanley se déplaçait, c'était des armées, en quelque sorte. Ils étaient hyper armés, ils occupaient des territoires entiers, prenaient en otage des hommes et des femmes. Ils ont développé ce qu'on appelle le cortage, ça fait des dégâts énormes. Le cortage, c'était le fait de prendre en otage des villages entiers pour les porter sur eux, sur des kilomètres et des kilomètres. Et des populations qui ont dû se révolter quasiment dans toute l'Afrique sur ce système de portage, puisque le système de déplacement n'était pas si développé qu'aujourd'hui. Alors, donc, il faut bien noter que cette entreprise coloniale a bien causé la destruction des systèmes politiques, des États qui existaient. Ces États, quoi qu'on en pense, qui étaient affaiblis, mais ont quand même survécu à l'esclavage. L'esclavage avait quand même duré 4-5 siècles. Ces États ont survécu à l'esclavage. La colonisation, c'était le coup de grâce, en fait. L'esclavage n'avait pas autant déstabilisé l'intérieur du continent comme la colonisation l'a fait. Et donc, c'est un élément très important pour comprendre pourquoi vous avez des populations aujourd'hui à l'est de la RDC qui sont à la fois rwandais, à la fois congolais, RDC. Et vous avez ce problème relativement sur tout le continent. Alors, il va se passer quelque chose, c'est que plus les rivalités s'aiguisaient, plus les moyens à mettre en œuvre étaient devenus aussi importants. Par exemple, le roi Léopold II, qui de 1885 va devenir, en fait, va faire du Congo sa propriété. Pour l'obtenir, c'est lui qui va le négocier parce qu'il est un peu plus faible que les autres. Les autres impérialismes, il y a les États derrière. Lui, en tout cas, c'est l'individu. Il utilise évidemment, avec sa position de roi, quelques moyens de l'État belge, mais sans l'accord réellement de l'État belge. Donc, il va demander aux autres puissances, françaises, anglaises et autres et tout, de faire ce qu'on appelle la conférence de Berlin. La conférence de Berlin vient surtout de ça, et surtout de la possibilité d'utiliser ce fleuve par tous les impérialistes qui étaient sur le continent. Parce que ce fleuve donne sur l'Atlantique, ce fleuve permet d'aller jusqu'au cœur du continent, et éventuellement d'atteindre l'océan Indien. Et donc, c'est l'utilisation de on va dire cet espace, on va dire le bassin du Congo, qui est la cause fondamentale de la conférence de Berlin, qui va impacter l'ensemble du continent finalement. Et donc le Congo, comme construction géopolitique, est bien une construction européenne. C'est-à-dire que tout cet espace, tout ce désordre, tout ce fatras auquel on assiste aujourd'hui, c'est bien la conséquence des Européens qui ont voulu régler leur rivalité de possession, et donc ils ont consacré à partir de la conférence de Berlin en 1885. C'est cette conférence de Berlin qui va décider que finalement cet espace appartient au roi belge, et que évidemment cet espace pouvait être utilisé, cette voie pouvait être utilisée par tout le monde, la liberté de naviguer sur cet espace, de telle manière que les uns et les autres exploitent allègrement ce qui ne leur appartenait pas. Donc vous avez donc cette situation qui, je voulais dire, qui a créé une géopolitique, quand bien même le monde a beaucoup bougé, il y a eu 2 guerres mondiales par la suite, cette géopolitique a encore la dent dure, elle est encore là, en grande partie, puisque nous continuons à la subir.
Alors, sur ces deux colonisations, puisqu'on est dans ces deux territoires, vous avez ici le roi Baudouin, le roi Baudouin, ceux qui n'ont pas indépendance, excusez-moi, le roi Léopold II, vous avez Stanley, Morton Stanley, et vous avez les populations de la RDC. Il faut savoir que dès la conférence de Berlin 1885, le Congo belge devient la propriété personnelle donc, de ce personnage, et il va exploiter de la façon la plus ignoble ce territoire à sa guise. Des mains coupées, des villages détruits, des cultures bousillées, des travaux forcés à n'en plus finir, parce qu'il fallait absolument mettre les gens dans les cultures de caoutchouc, et ainsi de suite. Caoutchouc parce qu'à l'époque, l'industrie avait besoin du caoutchouc, et donc il était le fournisseur mondial de caoutchouc. Il pouvait se servir de ça du côté de la RDC. Et donc, ce qu'il faut dire, c'est que jusqu'en 1908 à peu près, l'entreprise devient compliquée. Hein. Les Français commencent à dénoncer, les Français dénoncent les exactions du roi belge dans cette partie occupée par lui, enfin par ses hommes, parce qu'il y avait des exactions qui étaient plusieurs fois dénoncées et tout. Et donc, bon, il y a des problèmes aussi, on va dire, de capacité industrielle, parce que tout seul, il n'arrivait plus à drainer une bonne partie du monde économique occidental, parce que l'affaire ne reposait que sur lui, alors que les sociétés des États, en quelque sorte. Il y a ça, il y a le fait aussi qu'il était menacé quand même par les autres puissances, qui jalousaient évidemment cet espace, qui faisaient les mêmes exactions ailleurs, mais qui en même temps condamnaient ces exactions à lui. Il n'avait pas beaucoup de moyens pour résister. À partir de l'an 1908, il va donc demander à l'État belge, au Parlement belge, de prendre le contrôle de l'État du Congo démocratique, parce que c'était plus sécurisant, évidemment, en prenant soin de garder pour lui pas mal d'intérêts dans cette partie du continent. C'est par un vote que le Parlement belge va prendre la succession du pillage de cet État, par un vote au Parlement. Donc ce n'est pas une colonisation non réfléchie, c'est une colonisation réfléchie. Les Belges vont voter au Parlement, sachant que la Belgique venait de faire quand même sa guerre d'indépendance, enfin, sa lutte pour les indépendances par rapport à... Donc, ils savent bien ce qu'ils faisaient à ce moment-là. Ce n'est pas des explorateurs coloniaux qui ont amené les traités de façon, on va dire, volontaire au président, enfin, au roi Léopold. C'est bien un vote au Parlement qui a fait que l'exploitation de la République démocratique du Congo passe finalement au même de l'État belge. Alors, du côté, si je peux revenir juste, du côté du Congo-Brazzaville, de Brazza non plus, ne fait pas dans la dentelle. La plupart des traités qu'il ramène en Occident sont des traités qui ont été acquis grâce au canon. Les journaux de l'époque titraient même les traités ou la diplomatie de la canonnière, les journaux français. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui à Brazzaville, il y a un mausolée pour De Brazza. D'accord ? Il y a un mausolée pour louer l'action de Brazza. Alors même qu'à l'époque où De Brazza faisait son entreprise, un certain milieu français dénonçait bien l'acquisition de ces traités par des moyens assez criminels. Et donc, il y a aussi un fait, mais bon, il y en a beaucoup, il y a un fait par rapport à cette colonisation française sur la construction du chemin de fer Congo-Océan, où Albert Londres a dénoncé pas mal d'exactions. Il y a des mots qu'il a utilisés. Quand il est parti, il a vu des personnes qui étaient comme des loques humaines, complètement. Et donc, la colonisation française n'était pas mieux que celle exercée par Léopold. Bon. Donc, on va essayer d'avancer. Cette colonisation a réussi à s'implanter, mais elle n'a pas toujours été acceptée, comme depuis le début. Là, vous avez deux figures importantes. Vous avez à droite, vous avez donc Simon Kimbangu, qui est un nationaliste congolais de la RDC, de l'autre rive. Et donc, ce nationaliste, on va dire, c'est un prédicateur religieux qui, ayant été formé par les missionnaires, va développer une sorte de théologie de la libération. Il va reprendre le message de la Bible pour expliquer que voilà, les pratiques coloniales étaient contraires à ce qui est dans la Bible. Enfin, c'est une forme de théologie de la libération. Et donc, il va subir 30 ans d'emprisonnement entre 1921 à peu près 1951. Il mourra du fait de sa détention durant 30 ans de détention. Simon Kimbangu. Il y a d'ailleurs une église qui s'est développée dans le monde, pas en RDC, qui s'appelle le Kimbanguisme, qui s'inspire en tout cas de ses enseignements. À droite, vous avez André Grenard Machoua. Il y a un machoanisme de l'autre côté de la rive,
Congo-Brazzaville, bon, lui n'était pas catéchiste. Par contre, c'est après sa mort que ses fidèles ont développé une sorte d'idéologie politico-spirituelle, on les appelle les matuanistes. Donc, c'est pour dire que la colonisation ne s'est pas comme ça imposée sur ce continent avec la volonté des Africains où on l'a accepté. Non, il y a eu des mouvements de résistance. Et un élément que je voulais surtout noter, c'est que nous sommes, après la conférence de Berlin, les partisans de Simon Kimbangu, qui étaient pourchassés en RDC, en République démocratique du Congo, traversaient le fleuve pour trouver refuge à Brazzaville, alors que Brazzaville était sous administration française. Ça veut dire que même 20 ans après, 30 ans après, les populations n'avaient pas accepté ces frontières. Et vice-versa. Donc il y a une tradition, je vous ai pris cet exemple, mais une tradition, à chaque fois qu'il y avait des exactions ou encore des répressions coloniales d'un côté, les populations traversaient automatiquement pour aller chez leurs frères, pour se cacher chez leurs frères. Et cette tradition fait que le fleuve Congo, qui est présenté aujourd'hui comme une frontière, n'a jamais été une frontière. Le fleuve Congo, c'est simplement un cours d'eau, quelle que soit sa puissance, qui traversait un territoire qui était sous administration d'un même roi, s'étendait sur une superficie aussi large qu'un pays moderne aujourd'hui. C'est comme si on vous disait que parce qu'il y a la Seine, donc il y a deux pays, c'est pas possible. Et donc ici, c'est pour montrer en effet, il y a la résistance, mais il y a le fait que les populations, malgré la conférence de Berlin, n'ont jamais accepté ces frontières. C'est pour cela que nous, panafricanistes, on n'accepte pas toujours ces frontières. Nous sommes dans une tradition historique des panafricanistes. Et c'est pour comprendre ça, c'est-à-dire que aussi longtemps que le traité de la conférence de Berlin va exister, le panafricanisme va exister. Nous allons détruire le traité de Berlin, 1885. Il sera détruit un jour, parce que nous sommes dans une tradition qui l'a combattu au prix de beaucoup de choses, et nous allons continuer à le faire. Donc, en poursuivant, donc après Simon Kimbangu et puis André Bernard Machua, bon, on va dire qu'on va avancer peut-être vers les indépendances. Vers les indépendances, je suis au Congo démocratique. Ici, j'ai une prise de conscience africaine. Autour des années 50, nous sommes déjà après la Deuxième Guerre mondiale, il va y avoir quand même, on va dire, une situation internationale qui va changer. C'est-à-dire que les États-Unis se présentent comme une superpuissance vis-à-vis de l'URSS. Les puissances coloniales ont quand même subi des affres de la guerre, notamment la France en particulier, qui était en première ligne. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et sur le terrain, les Africains continuent à manifester, continuent à se révolter. Même ceux qui sont dans la diaspora, qui sont partis suite à l'esclavage, le panafricanisme d'ailleurs est né en dehors du continent, tout le monde continue à contester cet ordre politique qui a été instauré par la colonisation. Et donc, pour le Congo démocratique, il y a un fait, mais extraordinaire. Ce pays, en 1960, avait 15 millions d'habitants. 15 millions d'habitants. Et sur 15 millions d'habitants, en tout cas 55 à peu près, il y a 1500 évolués. C'est 0,01% de la population. Qu'est-ce que ça veut dire évoluer? Ça suppose que depuis 1880, où le roi des Belges a occupé ce territoire, jusqu'à peu près 1955 ou 1950, on estime que sur tous les Congolais, il y a à peine 1500 qui ont la capacité de gérer leur pays. Encore, je dis gérer, parce que ce que veut dire évoluer, ça veut dire que ce sont des Africains qui sont arrivés à un niveau un peu plus près des Blancs sur place. Évoluer, ça ne veut pas dire sujet complet, avec tous vos droits, et ainsi de suite. C'est tout un parcours pour des personnes pour arriver à une certaine reconnaissance de cette société-là. Donc, 15 millions, 1500 à peine. Alors, le statut d'évoluer, c'est quoi? C'est que vous partez du statut d'indigène à la base. On doit vérifier que vous avez acquis un certain nombre de connaissances, de savoir, de civilisation, comme on disait à l'époque. Et là, il faut justifier cela. Petit à petit, vous allez arriver vers le statut d'évoluer. Donc, il faut subir une assimilation féroce. Évidemment, ce qu'en France, on propose en ce moment. Il faut subir une assimilation féroce pour arriver jusqu'au statut d'évoluer. On en a à peine 1500. 1500, c'est-à-dire que 0,01%. Et donc, cette situation est terrible. Elle est terrible parce que ça va causer beaucoup de problèmes au moment des indépendances, en particulier en République démocratique du Congo, puisque c'est le cas. Alors, donc il va y avoir un manifeste de quelques, disons, élites intellectuelles. Je crois que c'est 55-56. Ce manifeste, ça s'appelait donc le manifeste de conscience africaine.
qui vont poser le problème de l'indépendance. Parce que le monde bouge, il y a des guerres partout dans le monde au sujet des indépendances, enfin des colonisations, on va dire en quelque sorte. Ils vont demander à ce qu'il y ait donc un canevas, un calendrier, un planning pour aller vers l'indépendance. Ils jouent un peu avec les mots. Est-ce que c'est l'assimilation? Est-ce qu'on va aller vers une société belgo-congolaise? Parce qu'il faut aussi remarquer que la particularité de la colonisation de la Belgique, c'est qu'il y avait des tendances à devenir une colonisation de peuplement. C'est-à-dire que là où les gens allaient s'installer complètement, et puis faire un peu comme en Angola, ou dans les pays, en Namibie, en quelque sorte. Et donc, il y avait cette tendance-là. Et donc, ce manifeste de conscience africaine, signé par quelques élites, on parle de Iléo, de Kassavubu, c'est des noms comme ça, en tout cas, les leaders de cette époque. Nous sommes à peu près en 55-56. Il y a un leader qui n'est pas visible, qui n'est pas connu à ce moment-là, c'est un jeune qui s'appelait Patrice Lumumba. On va en parler tout à l'heure. Et Patrice Lumumba n'a pas le parcours de ces leaders qui ont signé le manifeste de conscience africaine. C'est encore un jeune qui se débat pour être évolué. Il écrit des textes, où en tout cas il se bat pour que l'administration belge l'accepte comme un évolué, parce que jusque-là c'était assez compliqué. Donc il y a déjà sur le continent, en tout cas dans ce pays, et c'est normal, hein, c'est tout à fait l'héritage des Simon Kimbangu, tout ça qui continue, où les gens réclament l'indépendance. Donc l'émergence de Patrice Lumumba va arriver, donc vous avez là une image, là c'est Patrice Lumumba, va arriver comment? C'est-à-dire que 55-56, il s'éveille, c'est quelqu'un qui lit beaucoup, donc qui fréquente aussi les bibliothèques, et il a beaucoup lu en particulier la Révolution française. Jusque-là, c'est quelqu'un qui n'arrive pas trop à se départir de ce qu'on appelle l'universalisme, on va dire abstrait. Hein. Il n'arrive pas à savoir que le discours universaliste abstrait, des fois, quelquefois, c'est pour vous empêcher de voir l'humanisme concret, l'homme concret, en fait, en réalité. Et donc, Lumumba est un peu perdu quoi, dans ces textes-là, des Rousseau, tout ce monde. Et donc, il y a quelque chose qui va changer dans sa vie. D'ailleurs, avant même que ça ne change, il fait des textes où il demande une société belgo-congolaise, surtout quand il a eu le statut d'évolué. Alors là, il fallait qu'il montre à l'administration belge qu'il voulait bien de voir. Donc, il est même en deçà de ce que le manifeste de conscience africaine, 1 an, 2 ans plus tôt que lui, avait demandé. Lumumba, c'est quelqu'un qui ne s'est pas annoncé, en fait. D'accord ? Nous sommes jusqu'en 55-56. Il va créer un parti politique, le MNC, Mouvement National Congolais, du Congo. Ce parti est un parti classique comme tous les autres, qui réclame évidemment, dans le sillage aussi les indépendances, et ainsi de suite. Quelque chose va changer, et le Lumumba, c'est que la République démocratique du Congo, le Congo belge, est quasiment absent des grands rendez-vous, parce qu'en 55, 56, 57, les Africains se mobilisent déjà. Il y a déjà des grands partis comme le RDA qui existent, et des figures importantes du panafricanisme. Il y a eu les Marcus Garvey avant, il y a eu les Dubois. Enfin, il y a vraiment toute une conscience mondiale africaine qui s'est développée, mais trouver des leaders venant du Congo démocratique contre le Congo belge était compliqué. C'est-à-dire qu'un an après la création de 100 partis à Accra, c'est la conférence panafricaine organisée à Accra, Kwame Nkrumah, qui est ici, c'est le président. Et là, Lumumba va rencontrer ces 3 personnages. Qui sont ces 3 personnages? Ici, vous avez au milieu Sékou Touré. Nous sommes en décembre 58. Sékou Touré, en septembre, c'est-à-dire 2-3 mois plus tôt, venait de dire non au général de Gaulle. Sur tout l'espace francophone. Le général de Gaulle avait fait un référendum pour demander si oui ou non les Africains voulaient être dans une communauté avec la France ou s'ils voulaient plutôt faire chemin seul. Évidemment, le référendum a été relativement pipé puisqu'il y a eu des menaces auprès de ces leaders avant de mener campagne. Donc globalement dans l'espace francophone, ce qu'on appelle l'AEF, Afrique équatoriale française, c'est l'Afrique centrale d'aujourd'hui, ou l'AOF, Afrique occidentale française, c'est l'Afrique de l'Ouest d'aujourd'hui, globalement tous les leaders ont appelé à voter oui au référendum du général de Gaulle. C'est le seul, le syndicaliste, qui a dit non. Alors, et la pluie, évidemment, est tombée sur la Guinée. Parce que les Français qui étaient là-bas, même qui partaient, même les fils d'électricité des bureaux étaient arrachés pour punir la Guinée. Une phrase célèbre, nous préférons la liberté dans la pauvreté, non pas la richesse dans l'esclavage. Ça, c'est la phrase phare de Sékou Touré, je dis à peu près. Donc Sékou Touré, c'est une star néocoloniale contre le colonialisme. Et Lumumba va le rencontrer là-bas. Lumumba qui n'est pas quelqu'un
dans son pays d'important, il y a d'autres leaders, comme j'ai dit tout à l'heure, Kasavubu, Ideo, tout ça. Il va rencontrer Georges Padmore. Georges Padmore, c'est le grand frère. Georges Padmore, c'est un théoricien du panafricanisme qui est un Caribéen, donc qui a pris la nationalité ghanéenne. Georges Padmore a une longue expérience de lutte. Georges Padmore, c'est l'un des théoriciens du panafricanisme les plus en avance à l'époque. Il a fait les Caraïbes, il a fait les États-Unis, il a fait l'Angleterre, il était même en URSS, il a tenu le bureau du... Enfin, au Comintern, il a tenu le bureau nègre du Comintern. Il était jusqu'en Chine. Il a même été envoyé en Chine pour régler un conflit entre Lili San et Mao Tse-tung. Donc c'est quelqu'un qui connaît les relations internationales. Il s'est rencontré avec Kwame Nkrumah dans les milieu des années 40. Surtout, ils ont fait chemin ensemble parce qu'ils ont tenu le secrétariat du 5e congrès panafricain en Angleterre en 1945. Et Kwame Nkrumah, on va dire, on fera son principal conseiller, on va dire mentor même politique. Il va l'amener jusqu'à prendre le pouvoir. Nkrumah est parti de son exil aux États-Unis, enfin exil, en tout cas il était parti étudier aux États-Unis, il est revenu par l'Angleterre avant de revenir au Ghana, où il y avait déjà une classe politique qui était bien développée, il y avait des syndicats, tout ça, et Nkrumah s'est battu au point où l'indépendance du Ghana se confond avec carrément son parcours. Et donc Padmore qui rencontre Lumumba, Nkrumah qui rencontre Lumumba, c'est pour la première fois que Lumumba va entendre des discours qu'il n'a jamais entendus. C'est-à-dire que le panafricanisme, l'unité africaine, c'était radical. Quand il rentre en RDC, il va complètement changer ses méthodes. En fait, même les autres leaders ne le voient pas venir. Hein. Quand il rentre en RDC, enfin, République Congo-Belge, il va reprendre son parti en main. Il va faire un travail systématique dans tout l'arrière-pays, là où les leaders se contentaient sur des fiefs relativement sociologiquement ethniques et autres et tout. Donc on va changer complètement son discours. Surtout là-bas, on va lui faire comprendre ce que c'est que son pays. On va lui faire comprendre ce que c'est que son pays. Il faut comprendre qu'à cette époque, beaucoup d'informations restent assez, on va dire difficiles d'accès, surtout pour cette partie du continent africain. Vous prenez par exemple un pays comme le Sénégal, où vous avez une vie politique Saint-Louis depuis fort longtemps, mais en RDC jusqu'en 1955, il y a à peine 1500 évolués. Donc il y a 15 millions d'habitants. Au Sénégal, vous avez des journaux déjà, des batailles politiques qui se font, donc, alors que là, tout était quasiment neuf. Et donc Lumumba va prendre conscience de tout ça, et quand il rentre, il dit, mais ce que nous demandons à la Belgique, c'est rien à côté de ce que nous sommes. Nous sommes le pays qui doit libérer tout le continent africain. Si on ne libère pas notre pays, c'est impossible. Et donc, il va changer son discours, et finalement, il va devenir, très rapidement, en quelques mois, le personnage le plus dangereux. Il y a des journaux à l'époque qui commencent déjà à titrer, en Italie, en France, un peu partout, que Kwame Nkrumah c'est le Mussolini africain et Lumumba c'est son petit Hitler. Et ça, c'est des choses extraordinaires parce qu'on a déjà commencé à tailler comme ça une figure à Lumumba et ça va lui coller à la peau. Et donc, avant de continuer, on va voir le contexte de l'époque. Nous sommes en 58, comme je disais tout à l'heure, quand Lumumba rentre du Ghana. Mais quel est le contexte de l'époque? C'est très important. Le contexte géopolitique de l'époque par rapport à cette région, c'est qu'en 1941, comme vous vous souvenez, il y a la Deuxième Guerre mondiale, enfin, la Deuxième Guerre européenne un peu plus élargie au monde, voilà. Enfin, c'est des problèmes européens. Voilà. Et donc, la Deuxième Guerre mondiale, on est en plein, en 1941, les États-Unis subissent, en pleine guerre, hein, une attaque japonaise, notamment à Pearl Harbor. Quel est le sens de cette attaque? C'est que ça va couper les bases américaines qui étaient en Océanie, et ça va aussi empêcher les Américains de se projeter sur des pays comme Singapour et autres. Donc les Américains n'arrivent plus à jouer le rôle qu'ils avaient jusque-là dans la Deuxième Guerre mondiale, en pleine guerre, parce que les Japonais avaient réussi à faire ce travail-là. Les Américains vont signer des accords secrets avec la Belgique, parce qu'il va falloir avoir l'arme absolue pour mettre à genoux les Japonais. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour la première fois, depuis très longtemps, l'empereur du Japon s'était impliqué directement dans, et c'est même sa décision personnelle qui a fait qu'on bombarde ces bases américaines de faire la remontée et tout. Et donc, les Américains vont commencer en pleine guerre mondiale, vont chercher
à développer la bombe atomique, et ils vont signer les accords avec le roi belge pour accéder à l'uranium. L'uranium de la bombe atomique vient de RDC. Donc c'est de là au Katanga en particulier qu'on va prélever cet uranium de façon assez industrielle, et les États-Unis, en pleine Deuxième Guerre mondiale, vont enrichir leur système et vont accéder à cette bombe atomique. Tout le monde se souvient qu'en 1945, ils ont bombardé Nagasaki et Hiroshima, et ils sont les seuls d'ailleurs qui utilisent la bombe atomique à ce jour, mais ils empêchent les autres de les avoir. Et donc, c'est très important ce contexte, puisque en 1945, c'est vrai, la guerre est terminée, mais il ne faut pas oublier que le Congo belge continue à servir de minerai l'industrie mondiale, parce qu'on parle de l'uranium, mais il y a tous les autres, le cobalt et autres et tout. Du coup, cette zone est considérée comme une zone, pas que géopolitique, mais géostratégique, puisque les ressources stratégiques de l'industrie militaire, de l'industrie aéronautique, de l'industrie spatiale, et technologique encore aujourd'hui avec le coltan, tout le monde connaît le coltan maintenant. Même le coltan à l'époque était déjà prélevé, mais pas avec le succès qu'on connaît aujourd'hui, le succès, enfin, devenu un minerai star. Mais à l'époque, déjà, le coltan était prélevé en République démocratique du Congo. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que Lumumba prend conscience de tous ces enjeux. Parce que si on ne comprend pas ce que représente le Congo à ce moment-là, en fait, et d'ailleurs, on comprend pourquoi le message des hommes politiques congolais entre 55 à peu près et 60 était un message qui ne correspondait pas à ce que représentait leur pays. Parce qu'ils n'avaient pas conscience de tout ça. Évidemment, c'était des évolués qui étaient assimilés, qui venaient à peine de prendre conscience, et c'est petit à petit. Et Lumumba a eu cette chance, effectivement, d'aller au Ghana et de prendre conscience de tous ces aspects. Et vous allez comprendre pourquoi les Américains vont être les premiers à être impliqués dans l'assassinat de Lumumba. Alors, nous sommes à l'assassinat de Lumumba, donc nous sommes en 58-59. Lumumba devient relativement le leader principal en République démocratique du Congo. L'indépendance va intervenir le 30 juin, mais l'indépendance intervient dans quelles conditions? On va dire vers novembre 59, il y a des émeutes à Kisangani ou dans quelques villes de la RDC. En tout cas, ce sont les partisans de Lumumba qui sont plutôt pris à partie par l'administration coloniale, les polices de la colonisation, et Lumumba va intervenir, il sera arrêté. Il sera arrêté entre novembre 59 jusqu'à peu près janvier. Et donc la fièvre des indépendances monte, les Belges veulent absolument le marginaliser dans le contrat qu'ils vont signer avec la classe politique pour aller aux indépendances. Ils ont un rêve secret, le rêve c'est que le pays est tellement grand, le jour de l'indépendance ça va éclater, c'est-à-dire que les gens vont se retrouver dans le bloc ethnique pour demander des États presque ethniques, parce qu'il y avait un débat à l'époque en RDC, vous avez vu d'ailleurs la superficie du pays, où il y avait des oppositions entre les fédéralistes et les unitaristes. Et Lumumba était unitariste alors que les autres leaders étaient fédéralistes. Pour Lumumba, le fédéralisme allait en fait aider les anciennes puissances coloniales à reprendre le contrôle du pays, parce que le fédéralisme va automatiquement créer des scissions, on va faire des petits États, et il faut rester déjà unis pour envisager un grand État africain plus tard. Et donc Lumumba était sur cette position, plutôt un unitariste, on va dire stratège. Et donc les autres étaient plutôt des fédéralistes. Et donc Lumumba, on va chercher à le marginaliser. Le roi, à l'époque, le roi Baudouin, puisque Léopold est mort depuis, le roi Baudouin va organiser une table ronde en Belgique, va appeler tous les hommes politiques congolais pour négocier les indépendances. Lumumba est en prison, sauf qu'il est devenu tellement principal que la table ronde ne peut pas se tenir. Il y a des manifestations partout. On est allé le chercher en prison, on lui a donné une veste, on l'a mis dans l'avion pour venir signer les indépendances à Bruxelles. Et donc, c'est dire, à ce moment-là, il est devenu quasiment le premier chef, le leader principal du pays. Il signe les accords, il prévoit la proclamation le 30 juin 1960. Donc nous sommes à peu près janvier 1960, ils ont signé les accords en Belgique, ils vont donc prévoir de proclamer les indépendances le 30 juin 1960. Entre-temps, puisque l'administration était toujours belge, il faut bien comprendre ça, c'est-à-dire que nous sommes dans un pays qui a 15 millions d'habitants, jusque-là c'est la Belgique qui gère tout, alors qu'à côté vous avez le petit Congo qui avait à peine 1 million d'habitants, depuis à peu près 3 ou 4 ans il y avait un gouvernement presque autonome. Donc là où il y a 15 millions, on a exclu tout le monde, là où il y a au moins 1 million de personnes, il y a déjà une administration qui progressivement est africanisée. Là il n'y a rien, c'est-à-dire qu'on est dans une société qui est tenue
tous les postes sont pratiquement tenus par les Belges, les Blancs, disons. Et donc on va dire qu'entre janvier 60 et juin 60, on va organiser un processus, donc une élection, pour voir qui va prendre la tête du pays après le départ des Belges. Et donc tous les leaders de l'époque s'appuient sur leur fief. Or, Lumumba, la stratégie acquise au Ghana a fait qu'il y a un travail national. Il va gagner les élections législatives. Puisqu'il fallait désigner le président de façon indirecte, il va gagner les élections législatives, et donc il est fondé à être président, puisque le président allait être voté au Parlement par des grands électeurs, comme on dit. Et donc, le 30 juin, le roi Baudouin va venir pour proclamer les indépendances. Les Belges parient que Lumumba sera désigné président, et à partir de là, le Katanga, c'est là où on a extrait le fameux uranium dont on a parlé, tenu par un certain Tchombe, le Congo, disons le Bas-Congo, tenu par un certain Kassavubu, ils vont déclarer tout de suite la scission ou encore le démembrement en fait, du pays en quelque sorte. Sauf que Lumumba va déjà, dans un premier temps, casser ce rêve belge, parce qu'il va demander à ses partisans au Parlement de voter pour le président Kassavubu. Donc il n'est pas président. Il n'est pas président, il sait bien que le pouvoir est entre les mains du Premier ministre, qui contrôle le Parlement. Donc il devient Premier ministre. Cette première étape, je pense, et il y a des éléments qui le prouvent, Lumumba a pris beaucoup de conseils du côté du Ghana. Et donc, ils ont compris que c'était un stratège. Il n'a pas offert cette occasion à la Belgique pour déclarer, évidemment, on vous a proclamé l'indépendance, tout de suite vous êtes divisé, et donc on maintient les troupes belges. Ça n'arrive pas. C'est Kassavubu qui devient président de la République et Lumumba est Premier ministre. Et Kassavubu est président de la République grâce au vote des partisans de Lumumba au Parlement. Alors qu'il avait tout loisir de se faire voter président, et évidemment, même un Premier ministre, pourquoi pas, puisqu'il avait la majorité au Parlement. C'est Kassavubu qui est président, Lumumba est Premier ministre. Nous sommes en 1960, le 30 juin. Le 5 juillet, les émeutes commencent. La première tentative a échoué, ils vont actionner une deuxième levier, c'est évidemment parce que, comme je le disais, dans le territoire français, pas que la colonisation était meilleure, mais il y avait une africanisation qui était relativement avancée. Quand Lumumba prend le pouvoir, l'armée, tout le système est tenu par les Belges. Et il y a un chef d'état-major belge qui était relativement assez, on va dire assez discriminatoire avec les soldats noirs dans l'armée de l'époque coloniale. Ce chef d'état-major va donc, suite aux revendications des militaires congolais qui demandaient une africanisation, ils voulaient tous monter en grade, ils ne voulaient plus les rapports, parce que c'était des militaires, en même temps ils avaient des rapports de dominant à dominé avec leur hiérarchie, ils voulaient que ces rapports-là cessent. 5 jours après, émeutes dans le pays, des émeutes commencent, les militaires demandent l'africanisation, mais il n'y a pas un problème. Le problème, c'est que ce chef d'état-major belge dit clairement, avant les indépendances, c'était comme ça, après les indépendances, ça va rester comme ça. Alors qu'il aurait simplement suffi d'expliquer que oui, les indépendances sont là, il y a un processus qui va se faire, on va aller progressivement. Non, il a mis le... Et donc Lumumba prend tout ça de façon relativement impromptue, il va essayer d'éteindre le feu, tournant à gauche, à droite. Au Katanga, le Katanga c'est le 80% des richesses du pays, les émeutes aussi éclatent, et donc les Belges vont profiter de ça pour envoyer les troupes, pour expliquer que le pays n'est pas tenu, la communauté belge sur place n'est pas en sécurité, et tout ce que vous avez connu un peu avec la Côte d'Ivoire commence, l'ONU, tout ça, derrière et tout. Nous sommes le 5 juin, 5 jours après. Lumumba n'a jamais gouverné. Et la machine va continuer. Les États-Unis, la France, Brazzaville à côté, va devenir en fait le point on va dire, on appelait ça la boîte à barbouze. C'est-à-dire qu'il y a une première tentative, on va faire un plan depuis Brazzaville pour carrément enlever Lumumba. Or, comme vous l'avez vu, dans l'histoire, chaque fois qu'il y a des manifestations dans les deux territoires, les gens vont de l'autre côté. Donc, Lumumba et ses partisans ne pouvaient plus aller à Brazzaville, parce que au moment de cette indépendance, Brazzaville n'est plus favorable, parce qu'il y a un président qui est plutôt aligné sur la France, l'abbé Fulbert Gulou, qui est contre la position de Lumumba. Et donc, on va fomenter déjà un premier coup à Brazzaville pour enlever Lumumba et évidemment le faire disparaître. C'est un colonel belge, Louis Marlière, qui va donc coordonner tout ça. Ça ne marche pas.
Deuxième tentative, le chef de la CIA en République démocratique du Congo va organiser carrément l'empoisonnement de Lumumba. Il va même faire venir un docteur Espoison, Côte-Lièvre, qui va venir pour mettre en place un processus pour empoisonner la brosse à dents après Lumumba. Ils n'ont pas réussi à accéder à son domicile. Troisième étape, l'assassinat direct. Et donc là, il sera donc, il y aura une embrouille avec Kasavubu qui va le démettre de ses fonctions de Premier ministre, alors que Kasavubu n'a même pas la majorité au Parlement. Lumumba dit, bon, comme tu m'as démis, bon, si je veux te démettre, puisque moi je peux te démettre, c'est moi qui contrôle le Parlement. Et donc, les États-Unis vont profiter de ce désordre pour imposer, évidemment, via l'ONU, un peu tout ce système, on parle dans les échanges si vous voulez bien, vont imposer donc un nouvel ordre, un homme qui va sortir de nulle part, c'est évidemment Mobutu qui était dans l'entourage de Lumumba, c'était un de ses bras droits, donc Mobutu va être nommé chef d'état-major, et à peine nommé chef d'état-major, il va donc ordonner l'arrestation de Lumumba, de son propre chef. Évidemment, tout le monde a été retourné, après Kasavubu et Mobutu, tout le monde a été retourné. Et donc, Lumumba, finalement, va être arrêté en septembre 1960, donc on est 2 ou 3 mois après qu'il soit Premier ministre. Il va être arrêté et il va réussir à fuir de sa prison. Il y aura une traque qui sera organisée, je vais vite, hein, qui sera organisée, et les États-Unis donc vont organiser la traque jusqu'à ce qu'on va l'arrêter. On va le faire emprisonner au sud et on va l'envoyer au Katanga. C'est au Katanga que les policiers belges ont pris Lumumba avec les policiers katangais. Ils l'ont mis dans de l'acide, il a été mis dans de l'acide carrément, pour le faire disparaître. La dentition de Lumumba est encore là. Il y a des officiers belges qui ont participé à ce coup macabre, qui ont témoigné très récemment sur le fait qu'ils avaient encore sa dentition avec eux. Voilà donc le parcours de Lumumba, c'est ce que j'ai appelé la tragédie fondatrice. Tout part de là. Parce que, évidemment, le projet de Lumumba, c'est le projet qui fait le plus peur à l'Occident, c'est le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est le projet qui fait le plus peur à l'Occident. Parce que le panafricanisme peut se résumer à une chose, c'est la souveraineté africaine. Sur ses matières premières, sur ses ressources, sur son avenir, ainsi de suite. Et donc, ce projet a coûté très cher aux leaders africains. Lumumba n'est qu'un exemple, parmi bien d'autres qui ont été assassinés, même après lui, les Thomas Sankara et les consorts. Alors, donc, Lumumba aura été donc, assassiné. Et donc, après Lumumba, de l'autre côté du Congo-Brazzaville, quand même, si on peut juste revenir, du côté du Congo-Brazzaville, on a bien compris que le président à l'époque où Lumumba est assassiné, c'est l'abbé Fulbert Lulou. Cet abbé Fulbert Lulou était favorable aux thèses belges, françaises et puis américaines. Il sera donc lui-même victime d'une révolution en 1963 à Brazzaville. Des marxistes qui arrivent au pouvoir, qui vont donc finalement recevoir les lumumbistes, parce qu'entre 60, parce que Lumumba est mort en 61, le 17 janvier 1961, finalement on avait fini par l'assassiner le 17 janvier. Entre 61 et 63, les lumumbistes ont connu tout. Ils ont été massacrés. Il y a eu beaucoup de massacres après Lumumba, on n'en parle pas souvent. Beaucoup de ces hommes ont été massacrés après qu'ils aient été même assassinés. Donc ils n'ont pas pu trouver base arrière à Brazzaville, puisque Brazzaville était à ce moment-là en connivence avec les puissances belges et américaines. Et donc, ces hommes de Lumumba vont finalement, après avoir erré un peu partout, quand Brazzaville fait la révolution, finalement, ils vont trouver la base arrière à Brazzaville et ils vont s'implanter, ils vont avoir des moyens pour s'organiser. Nous sommes à la période des mouvements de libération qui se développent un peu partout. Et un personnage va émerger parmi eux tous, c'est Pierre Moulélé. Pierre Moulélé, c'était un ancien ministre de Lumumba, ministre de l'Éducation. Excusez-moi, c'est la seconde vie, pas la seconde vie. Donc, Pierre Moulélé va donc émerger après le soutien que Brazzaville va accorder aux lumumbistes. Il va être envoyé en Chine, il va être envoyé en URSS, il va faire des entraînements avec des hommes. Ils vont revenir à Brazzaville, ils vont créer une base à Brazzaville, dans un village qui s'appelle Gaboma. Et après, ils vont repartir en RDC pour créer des bases arrières et contester le régime en place. Il va tenir à peu près pendant 4 ans. Jusque-là, le Congo est gouverné, jusque-là, le Congo est gouverné en 1964 par ce monsieur, Alphonse Massamba-Déba. Alphonse Massamba-Déba, c'est un socialiste bantou, très important. C'est un socialiste bantou. Enfin, il avait développé une théorie qu'on appelle le socialisme bantou. Il est dans le sillage de Julius Nyerere, qui avait aussi théorisé sur un socialisme plutôt bantou. Et donc, c'est lui qui va permettre, notamment aux lumumbistes, aux gens de l'UPC. L'UPC, c'est aussi un mouvement camerounais qui se battait contre le colonisateur français au Cameroun, aux Angolais qui se battaient contre les Portugais. Brazzaville est devenu la plaque tournante.
des mouvements de libération. Le Che Guevara est passé par là, 2 fois je crois. C'est par là qu'il passait pour rejoindre en fait les maquis lumumbistes qui combattaient Mobutu. Et donc Massamba Deba, c'est un homme qui va permettre tout ça. Malheureusement, il va être limogé par ce président qui est de l'autre côté, c'est Marien Ngouabi. Je vais vite, hein. Marien Ngouabi. Marien Ngouabi, c'est un militaire qui va faire un coup d'État avec ses amis, qui vont donc prendre la place de Massamba Deba. Ils vont contester une ligne du parti pour aller vite, si vous voulez. Massamba Deba avait un Premier ministre qui était plutôt maoïste, qui voulait en fait mettre l'armée sous le contrôle du parti. Et donc les militaires ont contesté. Bon, c'est plutôt une démarche trotskiste, je crois. Les militaires ont contesté cette. Je suis dans cette salle, je sais que ça parle à beaucoup de personnes. Les militaires ont contesté cette politique. Et donc, ils vont faire un coup d'État. Massamba Deba va être donc démis de ses fonctions, il quitte le pouvoir. Les militaires vont prendre le pouvoir. Curieusement, ils deviennent tous des marxistes. Donc, ils ne voulaient pas que l'armée soit sous contrôle du politique, des commissaires politiques, d'accord, comme Moro avait fait. Par contre, ils se sont rendus compte que le pays était vraiment marxiste, c'est-à-dire que les forces politiques à l'époque étaient marxistes. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils sont tous devenus marxistes. Ils ont commencé à avoir un discours marxiste et tout. C'est Marien Ngouabi, donc, qui se réclame marxiste, léniniste surtout, parce qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas fait le socialisme scientifique, c'est le socialisme bantou. Donc ils ont créé un parti, le premier parti africain marxiste-léniniste, c'est le parti au Congo-Brazzaville. Jusque-là, on avait un socialisme qui était un socialisme bantou. Alors je m'explique rapidement parce que peut-être qu'il le répète. Le socialisme bantou est basé un peu sur ce qu'on appelle le collectivisme social africain. L'Afrique, dans sa culture, a un collectivisme social naturel, entre guillemets. C'est la culture africaine de solidarité, de partage et autres. Et donc, le marxisme a un écho assez favorable. Évidemment, par son aspect anti-impérialisme, anti-capitalisme, tout ce que vous voulez. Mais il y a aussi parce qu'il y a un fond africain qui est assez communautaire et donc qui a accepté facilement le marxisme. Mais attention, toute la partie dogmatisme et autres et tout ne correspondait pas, parce que l'Afrique a plutôt la tradition de l'arbre à palabre. L'arbre à palabre, c'est la capacité d'écouter l'autre, même quand on est en contradiction, jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Et ce dogmatisme qui a été pris avec le marxisme a fait du mal à l'Afrique. Évidemment, donc il y a eu on va dire, ce décalage avec la culture profonde africaine, ce que Cheikh Anta Diop disait, les marxistes qui n'ont pas soigné leur culture marxiste. Parce qu'ils ont pris comme ça et imposé. Donc c'est très important. D'où les théories comme celle de Julius Nyerere dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a développé des notions comme Ujamaa, voilà, qui voulait simplement dire que voilà, travail communautaire, tout ça, sans tous les éléments de dogmatisme développé en URSS et autres. Et donc, il sera mis en minorité Massamba Deba, il quitte le pouvoir, les militaires viennent, ils créent un parti marxiste-léniniste. Et il crie partout, nous voulons le socialisme scientifique. Et donc, c'est Marien Ngouabi qui va finalement traquer Pierre Moulédé et le renvoyer au Congo démocratique. Donc, c'est le marxisme scientifique qui va faire ce que Massamba Deba n'a pas fait. Alors que le régime en place, à ce moment-là, en RDC, c'est Mobutu qui a pris toute la commande. Mobutu a commencé à émerger petit à petit après la chute de Lumumba, jusqu'à finir par prendre tout le pouvoir, parce que tout le monde connaît à peu près Mobutu. Et donc, Mobutu va devenir le visage des États-Unis. C'est-à-dire que nous avons deux pays côte à côte. En tout cas, la guerre froide n'a pas eu lieu, enfin, il n'y a pas eu d'affrontement direct URSS-États-Unis, mais en tout cas, de l'autre côté, ils se sont combattus par satellites interposés. Et donc, Marien Ngouabi va livrer Pierre Moulédé, il est là, Pierre Moulédé, à Mobutu en 68, soi-disant, parce que Mobutu avait dit qu'il allait faire l'amnistie aux rebelles mulumbistes et tout ça. Et non, Mobutu l'a assassiné, découpé en morceaux, jeté au feu. De toute façon, si macabre, si direct, je ne vais pas rester là-dessus. Donc Mobutu, au milieu, effectivement, va faire ça. Et en 72, au Congo-Brazzaville, vous avez ici Ange Diawara. Ange Diawara, qui a développé un mouvement au Congo-Brazzaville qui s'appelait le M22, mouvement du 22 février,
à l'époque de 63, c'est des jeunes marxistes qui ont accompagné la révolution et qui se sont rendus compte à l'intérieur de cette révolution que cette révolution n'était pas aussi avancée pour détruire ce qu'ils appelaient l'État néocolonial à l'époque. Et donc, ils vont faire ce qu'on appelle l'entrisme. Ils vont, on va dire, accepter d'avaler les couleuvres, mais en restant dans l'appareil d'État. Quand il y a eu le coup d'État de Marine Ngouabi, ce groupe dont Diawara était contre, ils vont faire une alliance avec les militaires, ils vont créer le parti marxiste-léniniste. Nous sommes en 68-69. Sauf que, avec les militaires, les couleuvres étaient encore beaucoup plus lourdes qu'avec Massamba Deba. Donc, l'entrisme a fini par éclater, parce que finalement, à l'intérieur du régime de Marine Ngouabi, les contradictions sont devenues telles que ça ne pouvait plus continuer. Et il y a presque, on va dire, une chasse aux sorcières qui va s'installer jusqu'à ce que Ange Diawara, qui était quasiment la deuxième personnalité du pays, c'était le Che Guevara du Congo, Brazzaville, donc il y avait tout un groupe qu'il a développé à l'époque, qui contestait donc la vision de ces militaires. En fait, il les avait tolérés en quelque sorte, parce qu'ils avaient fait un coup d'État. Alors, en 72, Ange Diawara va organiser son mouvement et va se réfugier de l'autre côté de la RDC, comme c'est la tradition, je l'ai expliqué déjà, et c'est Mobutu qui va les arrêter, qui va les renvoyer à Marine Ngouabi. Eux aussi seront assassinés, découpés en morceaux, jetés dans la rue, comme des malfrats. En tout cas, la révolution a mangé ses propres enfants, comme on peut dire. Et donc, vous avez ici le tableau des années 70. Il y a dans la guerre froide, il y a la décolonisation, il y a des idéologies mal adaptées, il y a des trahisons. Mobutu, c'est le visage de la trahison en quelque sorte. Ce que Amilcar Cabral appelle le cancer de la trahison, c'est bien ça, parce que Mobutu, c'était un proche de Patrice Lumumba. Il y a un épisode dans la vie de Patrice Lumumba, je crois lors de la première arrestation. Il était arrêté en prison en RDC par les Belges. Mobutu se trouvait en Belgique à ce moment-là pour faire un stage dans le journalisme. Lumumba l'envoyait à Présence africaine pour aller chercher ses ouvrages. C'est dire quelle relation vous avez. Et ce même visage, vous l'avez aussi entre Thomas Sankara et Blaise Compaoré. D'accord. Vous l'avez dans l'histoire africaine qui revient très régulièrement. Il y a toute une tradition de la traîtrise, mais qui nous concerne, on va le régler, vous embêtez. Cette tradition va cesser un jour. Et Mobutu, c'est vraiment cette tradition-là. Évidemment, sous Mobutu, c'était voilà, le cuivre, le cobalt, tout ça, c'était américain, tout le monde prenait, voilà, économie extravertie. Alors, donc pour finir, on va faire un peu d'échange. Quelques pistes de solutions, mais bon, déjà quelques événements. Il faut savoir que depuis la fin du conflit Est-Ouest, le régime Mobutu, qui a fait quasiment 30 ans au pouvoir, est tombé. Alors, comment le régime Mobutu tombe? Pour faire rapide, après la chute du mur de Berlin, la rivalité entre Brazzaville et Kinshasa n'a plus de sens pour les Américains. L'URSS est tombé, donc il n'y a plus de crainte que les Russes, parce que l'une des accusations en fait à Lumumba, c'était ça, que Lumumba voulait être communiste, donc empêcher les États-Unis d'accéder au minerai. Et donc, cette tradition s'arrête, enfin ce conflit s'arrête. Il y a une superpuissance qui reste relativement sur les États-Unis. Il y a plutôt on va dire, un conflit entre la France et les États-Unis. C'est-à-dire qu'ils veulent, bien qu'ils s'entendent, hein, il n'y a aucun problème là-dessus, mais sur des zones d'influence, Mobutu, finalement, à ce moment-là, est soutenu par la France, alors que les Américains avaient développé un autre axe, l'Ouganda, le Rwanda, surtout après le génocide rwandais de 1994, et ainsi de suite. Et donc, il y a eu donc une volonté américaine de se débarrasser de Mobutu, parce qu'il ne correspondait plus finalement voilà, il avait servi bien comme il faut, maintenant il fallait le jeter comme il jette tout. Et donc, Mobutu finalement va être chassé du pouvoir par une coalition qui est partie donc, on va dire, de l'Ouganda en tant que tel. C'est le père Kabila qui finalement s'appuie sur les forces rwandaises, les forces ougandaises et autres et tout, pour chasser Mobutu, mais les Américains étaient vraiment derrière. Alors, Kabila, il faut bien rappeler que c'était l'ancien héros marxiste qui avait ouvert un front du côté de Kisangani, à l'est
lumumbiste en quelque sorte. Et c'est d'ailleurs sur ce front où est parti le Che Guevara à soutenir à plusieurs reprises. Et donc finalement en 96 finalement, il s'est converti à l'américanisme. Alors, fin du régime de Brazzaville aussi, 96 Mobutu s'arrête. Entre-temps à Brazzaville, déjà en 90, le régime de Brazzaville était tombé, le régime marxiste-léniniste était tombé. Après Marine Wabi, son ministre de la Défense chargé de la répression, Sassou Nguesso, avait pris le pouvoir en 1979, puisque Marine Wabi, qui avait fait assassiner Che Guevara, lui-même aussi été victime d'un coup d'État. Donc, fin de régime de Brazzaville. L'arrivée de Joseph Kabila en 1996, et Sassou est revenu en 1997. C'était une guerre sanglante, il est encore au pouvoir aujourd'hui. Sassou Nguesso. Donc, c'est un peu toute cette histoire qui n'est pas terminée. C'est encore cette époque qui continue. Il vient encore de faire un procès, il n'y a pas très longtemps, il y a 7 semaines, de l'opposant qu'il avait battu aux élections, le général Jean-Marie Michel Foucault, qui vient d'être condamné à 20 ans de prison. La lutte pour l'alternance. Aujourd'hui, ce qui se passe dans cette zone aujourd'hui, un peu partout en Afrique, c'est que le débat politique est complètement vide sur les éléments stratégiques. En fait, on est en train de se battre tout le temps sur l'alternance. On appelle ça tous l'alternance démocratique. Bon. Et on a fait de l'élection une sorte de fétichisme électoral. Il faut voter, il faut voter. Pourquoi? C'est que ces pays sont restés globalement avec des économies extraverties, contrôlés par leurs ressources. L'instabilité profonde, notamment de la RDC, c'est lié aux ressources extractives qui sont aujourd'hui sous contrôle un peu des forces venant de partout, parce que en fait, le pouvoir central n'arrive plus à tenir tout le pays. À l'époque de Mobutu, les Américains devaient le faire parce qu'ils avaient intérêt à ce que ça reste comme ça. Parce qu'il fallait la stabilité pour que les Russes ne puissent pas rentrer dans le pays. Aujourd'hui, il n'y a plus de Russes. Donc, les multinationales s'appuient sur des mouvements, des rebelles qui se créent du jour au lendemain pour prendre le contrôle de tel puits de diamants, de tel puits d'uranium, de tel puits de cobalt, et surtout du coltan, qui est devenu une matière première assez connue, puisqu'on a des téléphones portables, et tout ça. Et donc, dans cette zone-là, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Tout le débat sur l'alternance démocratique, c'est bien, mais en même temps, ça ne résout pas le problème stratégique, parce qu'il y a eu beaucoup de votes en Afrique depuis les années 90. Mais à chaque fois, vous avez ces problèmes qui reviennent, d'instabilité. Le Mali a été présenté comme un exemple de démocratie. Il y a eu des alternances sans problème. Du jour au lendemain, on a vu comment le régime malien s'est effondré. Il n'y a pas d'armée, donc il n'y a pas... donc, en fait, en gros, ce qu'il faut faire sur ce continent, c'est déjà de poser le problème d'un consensus sur la protection des ressources qui, en fait, est la voie par laquelle l'Occident passe, ou encore les puissances, que ce soit la Chine aujourd'hui, passent pour déstabiliser ces pays. Or, s'il n'y a pas ce consensus sur la souveraineté sur ces ressources, la démocratie n'a aucun sens. Donc, on peut vous élire aujourd'hui, si telle puissance veut accéder à telle ressource et que vous n'avez pas d'armée, même si vous avez été élu, on vous fera un coup d'État. Les exemples sont légion depuis les années 90. Et donc, l'Afrique souffre depuis quelques siècles de la capacité à défendre son territoire, notamment ses ressources. Or, sur cette question, la démocratie ne dit rien. C'est-à-dire que la démocratie aurait pu être que dans les constitutions, qui sont quand même les éléments qui protègent un système démocratique dans le cas actuel du monde, si dans les constitutions, nous ne pouvons pas mettre dans ces constitutions l'interdiction de sortir les matières premières en l'état brut dans ces pays-là, c'est-à-dire que tout homme politique qui aspire à gouverner ne peut pas aller négocier ces matières premières dans quelque pays que ce soit, seul, ou que soit frappé d'indignité, ou de tout ce que vous voulez, ça va continuer. Or, nos constitutions ne sont pas, on va dire, taillées à la mesure des défis propres, spécifiques à l'Afrique. Si vous prenez par exemple un pays comme l'Italie, un pays comme l'Allemagne, dans leur constitution, ils ont quand même mis en place des éléments qui font qu'ils ont tenu compte soit du fascisme, soit je ne sais pas de quoi. C'est leur histoire propre. Le deuxième amendement aux États-Unis, c'est lié à l'histoire propre américaine. Les armes, hein, j'entends bien, on est d'accord pas, c'est lié à l'histoire propre des États-Unis. Ce que je veux dire par là, c'est que les constitutions africaines ne tiennent pas compte
des éléments spécifiques qui sont propres à l'Afrique. Les éléments qui sont propres à l'Afrique, c'est que tant que les constitutions ne reflètent pas ces questions de souveraineté, ces constitutions sont vides, parce que ça ne correspond pas à la situation qui, aujourd'hui, est à la source de l'instabilité chronique du continent africain. C'est pourquoi nous nous battons pour que les questions de souveraineté monétaire, de souveraineté des matières premières, de souveraineté culturelle, parce qu'il y a aussi l'aspect aliénation que la colonisation nous a laissé comme cadeau, qui nous pose des problèmes. L'aliénation, c'est cette façon de penser en privilégiant les pensées venant d'ailleurs, les concepts venant d'ailleurs, où on a presque renversé le cerveau de quelques personnes. Et tout ce système produit des agents pour sa reproduction. Et le système colonial a laissé tous les moyens pour reproduire les agents qui continuent à reproduire en fait le néocolonialisme. Ça, c'est notre défi, nous allons nous en occuper. Solution panafricaniste. Donc nous disons surtout qu'il faut la nécessité de renouer avec la politique. Alors la politique aujourd'hui est galvaudée pour tout ce qu'on vient d'expliquer. Quand vous parlez de politique sur le continent africain, on vous rappelle que la politique va bien, il y a des guerres, il y a ceci, justement, il faut s'en occuper. Cesser l'émiettement des forces panafricanistes. Nous, panafricanistes, on s'organise pour que nous puissions repartir dans le champ politique. Nous estimons que le panafricanisme, qui est notre solution, parce que ça dérange, ne doit pas être abandonné. Il faut repartir à la charge parce que c'est important. Bâtir une organisation panafricaniste territoire continental, c'est le sens de la Ligue panafricaine Moja. Nous considérons que les puissances, quand ils veulent attaquer le continent africain, justement s'organisent, font des coalitions pour aller attaquer le continent africain. Il faut que les forces politiques panafricanistes aussi s'organisent à l'échelle du continent pour opposer la même intelligence au même niveau, pour ne plus laisser la possibilité à l'échec. Développer l'esprit fédéral dès le militantisme associatif et politique. Nous voulons surtout, comme le disait Lumumba et bien d'autres, que l'esprit fédéral, c'est l'esprit de considérer que tous les problèmes africains ont des fondements communs, sans nier les spécificités dans chaque territoire, mais nous avons depuis 4-5 siècles les mêmes problèmes, en gros, d'instabilité par des puissances qui restent extrêmement velléitaires sur leur capacité de prendre le contrôle de l'Afrique. Et ça, c'est les points communs. Et on ne peut pas mélanger ça avec des spécificités, confondre avec des spécificités de tel ou tel territoire. Ça, c'est ce que nous devons définir ensemble. Et ça se développe depuis le militantisme politique pour ne pas que nous perdions de vue nos intérêts communs. Travailler à la prise de pouvoir, bien entendu, à chaque échelon de la société. Chaque échelon de la société, les associations comme vous, c'est un pouvoir, vous avez un pouvoir là, c'est un pouvoir, vous avez réuni des gens pour parler. À n'importe quel niveau de la société, il faut considérer qu'à quelque niveau on se trouve, on peut exercer le pouvoir. Dans une association, dans un quartier, dans un conseil d'administration, évidemment, le pouvoir décisif, le pouvoir politique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention. Du coup, je laisse le débat ouvert. Je propose de prendre différentes questions d'intervention à la suite et de faire des allers-retours dans la salle. Juste un truc, on a juste des choses à rendre ici parce qu'on se finance. Et le livre dont notre président parlait est là, le R22, si jamais ça vous intéresse. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions d'intervention? Tout d'abord, merci pour la présentation, c'était pertinent. Et tu en as parlé au moment de la première capture de Lumumba. Tu as parlé de l'implication de l'ONU sans vraiment aller dedans, et du coup ça a beaucoup piqué mon intérêt. Donc si tu pouvais peut-être parler de ça, ça serait intéressant. Donc sur l'ONU. Enfin, l'ONU, précisément, peut-être les réactions qu'il y a eu à l'intérieur de l'ONU, comment ça a été utilisé par les Américains, comment peut-être les Soviétiques ont réagi. Je ne sais pas trop comment on appelle ça. Oui, mais il y a non, c'est bien documenté, il y a de l'information là-dessus. Alors, il faut considérer que, vous voyez, un pays, on n'est pas en présence des hommes politiques qui avaient le contrôle du pouvoir, ou qui étaient dans les appareils d'État. Nous sommes dans un pays qui est complètement neuf. Si vous prenez le Ghana de Kwame Nkrumah, il y a quand même eu du temps, il était Premier ministre dans un régime intermédiaire, et ensuite il y a eu un transfert. Donc il a pris le temps de construire des réseaux, de construire un arsenal, on va dire, de protection en quelque sorte. Mais ce n'est pas le cas du Congo démocratique. C'est-à-dire que vous avez 0 Congolais au poste
quelque poste que ce soit. C'est-à-dire que c'est complètement un gouvernement neuf. 5 jours après, ce sont les mutineries. Donc, aucun moyen de résister. Et donc, Lumumba va évidemment faire appel à l'ONU. Il a fait appel à l'ONU, il est même parti jusqu'à Washington. Il est parti plaider sa cause aux Nations Unies. Il a expliqué qu'il fallait intervenir parce que la Belgique avait réagi lorsqu'il y a eu des mutineries et des tentatives de sécession au Katanga un peu partout. Lumumba a demandé à ce qu'il y ait une intervention de l'ONU, puisque le Congo venait d'accéder à la souveraineté internationale. Il y a eu des troupes de l'ONU qui sont venues. Donc c'est que ces troupes de l'ONU n'étaient pas sous contrôle de Lumumba. Parce qu'il y avait un commandant qui a été désigné par les Nations Unies pour en fait veiller à ce que ces troupes soient, on va dire, utilisées dans le cadre des accords qui ont permis en fait à ce que ces troupes viennent au Congo. Et ce commandant même va lui-même considérer que Lumumba était un danger communiste. C'est-à-dire que le Premier ministre qui a été élu par un parlement démocratique, qui fait venir l'ONU, les troupes de l'ONU sur le territoire à sa demande, le commandant qui est chargé d'organiser, de faire le management de ces troupes, va faire des rapports pour expliquer que Lumumba était un danger communiste. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est qu'il y a eu des pays africains qui ont réagi. Le cas du Ghana. Le Ghana de Kwame Nkrumah a envoyé des troupes sur place, et la Guinée de Sékou Touré aussi a envoyé des troupes sur place. Lumumba n'avait pas non plus accès à ces troupes-là. Il y a un échange, une correspondance assez abondante entre Lumumba et Kwame Nkrumah durant cette période, où c'était douloureux de voir que Lumumba, Premier ministre, n'avait pas le pouvoir d'utiliser ses troupes pour le compte du gouvernement congolais. Il y a un élément très important, c'est la première fois que l'ONU intervient sur le continent africain. La 1960, c'est ce qu'on appelle l'année des indépendances, c'est la première fois. Et ce que l'ONU a fait en République démocratique du Congo à ce moment-là, a quasiment ouvert les yeux à tous les mouvements de libération à ce moment-là pour comprendre que l'indépendance n'était pas aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il fallait absolument avoir accès à un certain nombre de prérogatives pour estimer qu'on était indépendant. Oui, l'ONU était intervenue à ce moment-là, mais l'ONU n'a pas travaillé dans le sens du gouvernement congolais, qui était le seul gouvernement légitime à ce moment-là. Lumumba a été sacrifié. Je voulais quand même signaler que je suis avec aussi Hamzat. Hein. Si Hamzat veut compléter. Peut-être préciser qu'à l'époque, en fait, au moment de l'indépendance, il n'y avait que 5 Congolais qui étaient il fallait former toute une administration. Et les Belges ont tout fait en sorte pour que le pays soit ingouvernable. Et je pense que c'est un élément aussi qui doit être lié au fait qu'il y avait un accord avec la France qui disait que si la Belgique ne pouvait pas assurer la gestion du Congo, la France avait une option dessus. Donc il y a aussi cet élément-là, je pense, qui est assez important, c'est Maurice Boudouin, le ministre de Gaulle, qui essayait également de faire entrer la France dans le jeu. Les Américains, en fait, ont bloqué. Donc je pense que c'est important de garder à l'esprit la rivalité franco-anglo-saxonne autour du Congo, qui va ensuite réapparaître quand on va faire tomber Mobutu. Parce que c'est vraiment des éléments anciens qui remontent sous certains aspects à Fashoda, donc la fin du 19e siècle. Et ça montre à quel point les impérialismes n'oublient pas. Ils ont la mémoire extrêmement longue. Et c'est vraiment un élément aujourd'hui qui est en train d'évoluer quand on voit la manière dont, par exemple, un pays comme le Rwanda est en train de tourner. Il faut savoir que visiblement, la ministre des Affaires étrangères du Rwanda fait partie des favoris pour être secrétaire général de la francophonie. Sachant que le Rwanda est un pays qui est sorti de l'orbite française et qui s'est tourné vers les Américains et qui aujourd'hui revient vers la France. Donc il y a tous ces jeux d'alliance et tous ces jeux, je dirais, de stratégie dont il faut tenir compte. Et au niveau des Nations Unies, au niveau du Conseil de sécurité, c'était ce qu'on avait reproché en fait au Congo, enfin Lumumba, d'avoir fait appel en fait au Conseil de sécurité, donc en fait aux Américains, tout simplement. Et donc il va être beaucoup critiqué par Fanon, qui écrira un document, enfin un article sur la mort de Lumumba. Pouvions-nous faire autrement, en disant dès 61,
que la chose la plus importante à faire pour les jeunes nations indépendantes, c'est de ne pas se mettre sous couvert de l'ONU. Donc jusqu'en 1963, les soldats congolais vont être officiellement entraînés par les casques bleus de l'ONU. Et en 1964, ils vont soi-disant se retirer. Enfin, il y aura un retrait officiel de la première mission, la MONUC, qui est aussi à mettre en lien avec la mort de David Marshall, le premier secrétaire général de l'ONU, qui est mort dans un accident d'avion dans la région en lien avec cette crise. C'est vraiment je dirais des éléments qui sont extrêmement complexes. Et derrière cela, il faut voir les intérêts liés. Alors, dans la présentation, on a parlé du roi des Belges. Il faut aussi mettre en avant toute la problématique liée au Rhodésie, donc l'empire commercial de Cecil Rhodes, qui est un industriel capitaliste impérialiste, qui a détenu 2 territoires qui sont aujourd'hui la Zambie et le Zimbabwe, et qui a mis aussi une colonie de peuplement, et il y avait des intérêts qui étaient liés au régime de l'apartheid à ce moment-là. Donc c'est vraiment tous ces éléments, je pense qu'ils doivent être contextualisés. En mars 60, vous avez le massacre de Sharpeville en Afrique du Sud. Donc l'Afrique du Sud entre dans la lutte armée. Il y a la crainte qu'il y ait une jonction entre le gouvernement de Lumumba qui va remporter les élections et des mouvements type celui de Robert Sobukwe, le Pan-African Congress, qui ont des positions beaucoup plus à gauche, on va dire. Donc aussi tout ça, c'est des éléments, je pense, très importants. Les liens entre l'Afrique du Sud et le Congo vont être aussi une des causes de la chute de Mobutu, puisque lorsque le Congo ne devait tenir que pour préserver les intérêts au niveau de l'Afrique australe. Donc au fur et à mesure que les régimes d'Afrique australe tombent, que les Cubains interviennent en Angola pour aider donc l'Angola à gagner la bataille de Puerto Conamabé, que l'armée sud-africaine se retire, il faut gérer à la fois la reconfiguration dans les Grands Lacs et également la manière dont, en retirant donc l'homme fort du Zaïre, Mobutu, on va permettre en fait au néolibéralisme sud-africain de remonter de manière un peu plus soft vers le Congo. Donc l'Afrique du Sud et le Congo, il y a aussi des liens assez particuliers et je pense très intéressants à étudier. Puis bien évidemment des liens avec la Suisse, la fortune de Mobutu, la collaboration suisse, tout ça, il y a beaucoup de choses aussi à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions à l'intervention? Pour revenir au secrétaire général des Nations Unies qui était assassiné à ce moment-là, ça a été montré depuis qu'il était assassiné par des nationaux français, par l'aviation française. Donc ils ont été jusqu'à assassiner un secrétaire général des Nations Unies pendant ces événements-là. Ça montre la gravité internationale que ça représente. Le Congo est un point chaud géostratégique, très tôt, même avant la proclamation de l'indépendance. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai appris beaucoup de trucs historiques et de contextualisation. Je suis assez d'accord avec votre angle de l'importance capitale du Congo géopolitiquement, au niveau des Belges, mais aussi, comme vous l'avez rappelé, aussi au niveau de la rivalité actuellement anglo-saxonne qui mine toute la région, en fait, au-delà du Congo. Et du coup, je me pose la question, mais alors, quelle est la nature et le degré d'organisation des forces d'opposition panafricanistes, d'autres idéologies qui, justement, comme vous l'avez fait, qui sont pour l'indépendance politique et économique de ces pays? Et une deuxième question qui va avec ça, je pense qu'il est très lié, c'est quelle forme de panafricanisme concret, c'est-à-dire, comme vous l'avez rappelé, le Rwanda, l'Ouganda, tous ces pays qui ont choisi l'axe impérialiste américain, qui sont très activement engagés dans l'exploitation directe du Congo. Ces habitants du Congo, du Rwanda, de l'Ouganda, de tous ces pays, quelle forme de solidarité, de lutte collective associée ou conjointe existe-t-il actuellement? Bon, mais déjà sur la première partie, sur la nature des forces aujourd'hui qui combattent sur le territoire, bien qui se battent pour rétablir un ordre plutôt de souveraineté dans ces territoires, honnêtement, il y en a très peu
qui se risquent, par exemple, depuis à peu près 1991, 90-91, à porter les programmes panafricanistes sans complexe, alors que jusqu'aux années 70 à peu près, c'était encore possible. Trouver dans la presse aujourd'hui une analyse d'un président en exercice, comme pouvait le faire Nyerere encore à l'époque, c'est quasiment impossible. Donc il y a vraiment... et là, Nyerere était au pouvoir quand il faisait des analyses que nous faisons nous aujourd'hui, quasiment très très loin de l'échiquier. Et donc pour trouver, c'est très compliqué. C'est très compliqué, mais il y a des forces, des panafricanistes dans le continent africain, il y en a qui sont dans des organisations souvent assez mal structurées. Aussi, il y a encore le traumatisme des assassinats des leaders comme les Lumumba, comme les Thomas Sankara, et tout ça. Et donc, si bien que il y a une peur qui est quand même assez entretenue. Ceci dit, ça existe, les mouvements existent. Nous sommes une organisation qui, en fait, surtout cherche à ce que les panafricanistes, dans tous les territoires, essaient de s'organiser autrement que repliés sur des positions assez, finalement, peu opérationnelles. Par exemple, les lumumbistes entre les lumumbistes, les sankaristes entre les sankaristes, ainsi de suite. Non, il faut absolument sortir de ces chapelles, essayer de réfléchir à rassembler tous ces mouvements, et surtout une jeunesse. Il y a aussi une jeunesse qui est en rupture aujourd'hui avec l'élite politique africaine. On le voit de plus en plus depuis quelques mois. Donc, les forces politiques qui assument ce projet panafricaniste se risquent très très peu de le faire sur le plan public, mais c'est un travail à faire. Vous savez que dans les années 60-70, tout ce que les Nkrumah a développé comme discours assumé, autant à la tribune des Nations Unies, un peu partout, c'était un combat pour en arriver là. Ces discours n'étaient pas toujours acceptés. Dans un pays, par exemple, comme le Cameroun, le premier président Ahmed Diop, lorsque les nationalistes camerounais réclamaient les indépendances, ils faisaient des fax à l'ONU pour expliquer qu'ils étaient contre les Blancs. Après, il a fini par lui-même se déclarer père de l'indépendance. Vous voyez, donc il y a un recul, mais il faut travailler à ce que ces problématiques deviennent de plus en plus... Dans un pays comme le Congo démocratique, avec le secrétaire général ici, nous y sommes allés sur place pour travailler à ce que les panafricanistes s'organisent, repartir carrément de zéro. On a essayé de le faire sur place. On a des militants sur place, mais c'est vraiment partir de très loin, quoi, de très loin. Tout ce qui est aujourd'hui sous la bannière lumumbiste au niveau de l'Assemblée nationale, ça n'a plus rien à voir avec le lumumbisme. Ça n'a strictement plus rien à voir. Bon, il y a quelques figures, des noms qui sont relativement restés, même des fois fatigués. Le doyen Gizenga, par exemple, qui, bon, mais bon, il n'y a plus rien. Il y a les étiquettes, mais qu'est-ce que Lumumba aurait dit aujourd'hui avec le FMI, la Banque mondiale, ainsi de suite, tout ça, il n'y a plus ça. Donc il faut travailler à ce que ça se remette sur pied, mais il y a des mouvements, il faut travailler avec eux, il faut les détecter, il faut aller les chercher surtout, pour voir si on peut travailler ensemble, et c'est ce que nous faisons. Par rapport aux populations africaines qui sont dans les territoires, les pays comme le Rwanda, l'Ouganda et tout, il faut faire très attention. En ce moment, il y a un discours nationaliste du côté qui peut se comprendre, hein, du côté de la RDC, anti-rwandais, ainsi de suite, ce qui, à la lumière des exactions et tout, peut tout à fait comprendre. Mais il faut bien comprendre qu'il y a bien une différence entre les populations africaines et les régimes africains. C'est fondamental. Hein, c'est fondamental de le faire pour ne pas associer sous l'époque Mobutu, par exemple, les nationalistes, c'était les lumumbistes qu'on traquait. Les mobutistes aujourd'hui, c'est-à-dire que ceux qui ont été avec Mobutu avant qu'il ne soit déchu, qui sont en exil un peu partout, qui développent un discours nationaliste, c'est eux qui traquaient les nationalistes lumumbistes hier. Aujourd'hui, leur nationalisme est tourné plutôt
et ce qui peut se comprendre dans une certaine mesure. Mais en même temps, il faut faire attention pour que l'amalgame ne puisse pas... voilà, il y a des populations au Rwanda, au Burundi, ce sont des Africains qui ne sont pas responsables des régimes il y a eu des rapports qui ont montré que le Rwanda, l'Ouganda et pas mal d'autres pays sont devenus aujourd'hui, sur le plan international, avec des balances commerciales excédentaires en matière de vente du coltan, du diamant, du cuivre, alors qu'il n'y en a pas chez eux. Donc il faut bien voir qu'il y a un pillage qui est aujourd'hui organisé des ressources sur toute la partie est par ces pays. Merci beaucoup. J'ai une question, c'est plutôt par rapport à l'Europe et à l'Afrique. Donc on a vu ce qui se passe en Afrique, mais nous ici on ne peut pas faire grand chose. Donc ma question c'est qu'est-ce qu'ici en Europe on pourrait apporter et parfois qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire à votre avis sur la question avec les relations Occident-Afrique. Nous sommes si attachés à la souveraineté qu'on ne voudrait pas dire aux Européens ce qu'ils doivent ou ne pas faire. À votre avis. Hein, on ne voudrait pas dire aux Européens ce qu'ils doivent ou ne pas faire. Nous sommes tellement attachés à notre souveraineté. Bon, après, les questions universelles de droit, d'équité, tous les citoyens du monde doivent manifester par rapport à ça. Nous sommes sur des questions quand même assez stratégiques, où en fait les populations sont souvent confondues avec leurs gouvernants. Et il faut que les Européens fassent leur travail. Le silence, cette façon de dire que c'est loin et autre et tout, on rend la rationalité capitaliste opératoire avec ce genre d'attitude. Ça, c'est fondamental. Donc, et cette déshumanisation va arriver partout, va toucher tout le monde. L'impérialisme n'a pas de frontières. L'impérialisme, je me souviens, on avait fait un débat comme ça en Allemagne avec l'actuel ministre de la Défense de la Grèce, qui expliquait que le FMI et la Banque mondiale allaient, avec leurs mesures, faire de la Grèce, en tout cas faire en Grèce des choses terribles et tout. J'ai dit oui, d'accord, mais il faut savoir que ce que le FMI propose à la Grèce et la Banque mondiale, l'Afrique, on applique ça depuis 20-30 ans. Et sans qu'il y ait de débat à quelque niveau que ce soit. La construction des États africains s'est quasiment arrêtée avec les mesures d'ajustement structurel du début des années 80. La Grèce est membre du FMI de la Banque mondiale. Et la Grèce, à ce moment-là, ne disait rien. C'est pas pour dire qu'il fallait le faire à la Grèce, c'est pour se rendre compte que c'est arrivé à la Grèce. Et ça arrivera, l'impérialisme sonnera à la porte de chacun. Donc, il faut bien que chaque peuple fasse son travail. Mais en tout cas, on se gardera bien de dire aux Européens ce qu'ils ne doivent ou ne doivent pas faire. Il faut faire votre travail, c'est important. Peut-être juste par rapport à ça, je me permets de contribuer au débat. Il y a un collectif qui est basé à Lausanne, qui s'appelle le collectif contre la spéculation sur les matières premières, et qui organise une fois par année, il y a un forum qui s'appelle, je ne sais plus le nom exact, mais qui rassemble tous les plus grands... Le contre-sommet. Voilà, oui, non, mais à la base, c'est le sommet justement qui vise justement à faire qui fait le trading des matières premières sur lesquelles justement la Suisse et les États impérialistes européens s'enrichissent largement. Et il y a un collectif qui est basé à Lausanne qui s'organise contre ça, qui organise chaque année un contre-forum où il y a aussi des formations sur l'impérialisme suisse, notamment qui vise à s'éduquer par rapport à ce que la lutte corps fait, quelles impunités peuvent avoir depuis la Suisse, et qui vise justement à lutter contre cette forme d'impérialisme suisse. Du coup, peut-être depuis la Suisse, c'est peut-être des pistes d'action qu'on pourrait avoir. Après, il faut bien noter que les échanges, la compréhension mutuelle, il faut le faire. Hein. C'est important pour que les uns et les autres comprennent les problématiques. En tout cas, rester juste. Parce que voilà, des fois, c'est l'incompréhension qui aussi amène des positions qui sont. Juste pour préciser un peu la question, je peux donner un exemple, par exemple, en cas d'étude, de la situation en Libye, par exemple, pendant les problèmes politiques avec Kadhafi, etc. Ici, les médias occidentaux ils sont très unanimes, donc violation des droits de l'homme, Kadhafi n'est pas démocratique, etc. Donc on avait même ici en Europe une partie considérable de la gauche qui est en principe pour l'Afrique, donc soit la gauche réformiste, soit la gauche trotskiste, on peut mélanger, ça dépend, mais qui soutenait de façon plus ou moins ouverte l'intervention militaire en Libye, par exemple.
Donc, dans ce genre de situation, quelle serait votre position? Mais notre position, en fait, pour nous, c'est pas nouveau, hein, parce que le panafricanisme a une histoire assez riche avec le progressisme occidental. Je parlais tout à l'heure de Padmore. Padmore a écrit un livre à l'époque, Panafricanisme ou communisme, la prochaine lutte pour l'Afrique. C'est un livre fondamental. Il avait fait, on va dire, l'analyse générale des rapports entre le monde progressiste occidental et les panafricanistes sur 30 à 40 années à peu près, depuis la révolution de 1917 en URSS, et autres et tout. Et donc, il y a une longue expérience. Vous avez des militants comme les Aimé Césaire qui ont claqué la porte du Parti communiste français avec fracas à cause de toutes ces incohérences-là. Donc, c'est pourquoi il faut former les militants aussi à l'histoire, à la mémoire. Tout à l'heure, Hamza disait que l'impérialisme a la mémoire. Il faut que le monde progressiste ait aussi de la mémoire pour bien comprendre ce qui s'est joué là n'est qu'une répétition classique de l'histoire. Et effectivement, ça fait très mal, mais lorsque la rationalité marchande a unifié les consciences, surtout a rendu quasiment nécessaire, par nécessité, les consciences qui auraient pu s'opposer, on assiste malheureusement à ce genre de choses. Mais en tout cas, pour nous, c'est pas extraordinaire, quoi. C'est pas extraordinaire ce qui s'est passé dans le cas, cette coalition, même des gens dits de gauche par rapport à la Libye. C'est pas extraordinaire. Est-ce qu'il y a encore des questions, des interventions? Sinon, on a préparé un apéritif. Juste une question sur Facebook. Alors, il y a Christelle Goulou qui a dit que quand Lumumba s'est fait arrêter et assassiner, qu'ont fait les autres panafricanistes? Justement, je viens de parler de Kwame Nkrumah et de Sékou Touré qui avaient envoyé des troupes. Il y a même des correspondances qu'on a retrouvées. Lumumba, par exemple, a reçu une audience dans des conditions difficiles. Parce qu'il faut bien réaliser que Lumumba, 5 jours à peine après, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui était dans un gouvernement, on va dire, interne, même si c'était comme en Afrique équatoriale française où il y avait eu le gouvernement interne, loi cadre, il y avait déjà les Houphouët-Boigny, les Senghor qui étaient aux manettes. Donc, au passage de la proclamation des indépendances, ils avaient un contrôle relatif de leur territoire. Lumumba n'a jamais exercé quoi que ce soit. Et 5 jours après, il se retrouve dans cette situation-là. Et il faut aussi voir que les frontières immédiates, en particulier le Congo-Brazzaville, ne permettaient pas à ce qu'il y ait une intervention des panafricanistes beaucoup plus facilement. Parce que là, il y avait un régime qui était, d'ailleurs j'ai expliqué qu'il y avait un complot qui était organisé de ce côté-là. Et donc, c'est un point d'entrée qui est fondamental. Les deux Congos sont des points d'entrée de l'un et de l'autre quand on est en difficulté. C'est ça qu'il faut comme le savoir. Et donc, ils ont été obligés de passer par des voies plus ou moins diplomatiques, donc par les Nations Unies. Les troupes ghanéennes, les troupes de la Guinée, de Sékou Touré, sont rentrées au Congo par rapport à une situation internationale, alors même qu'on sait bien que la guerre de libération, ça ne se passe pas comme ça. L'appui que Sékou Touré a donné à Amilcar Cabral en Guinée-Bissau, Sékou Touré ne demandait pas l'accord des Nations Unies, puisqu'il y avait une frontière. Donc ça permettait facilement de se projeter. Donc le problème de Lumumba, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi cet aspect où il n'y avait pas un pays contigu avec, qui était favorable. Au niveau de l'Afrique australe, il y avait, tout comme Hamzat l'a rappelé, il y avait des régimes comme le régime de la Zambie, les régimes qui étaient complètement opposés. Et puis quand vous regardez la carte entre Kinshasa, là où se trouvait le cœur du pouvoir, et la Tanzanie par exemple, la distance était telle que pour arriver à Kinshasa, c'est comme si vous traversez 3-4 pays pour arriver jusqu'à Kinshasa. Lumumba n'avait aucun contrôle. Et donc, je pense qu'on ne peut pas accuser les panafricanistes de ne pas être intervenus en faveur de Lumumba. Ils ont essayé, Kwame Nkrumah a essayé, Sékou Touré a essayé, ils ont envoyé les troupes, mais dans le cadre évidemment officiel. Et Lumumba a même reçu en audience, on a la difficulté, il a même reçu Félix Mounier, l'un des leaders de l'UPC de l'époque, où les militants de l'UPC, de l'ONU bien entendu,
traverser et puis aller soutenir, en tout cas monter la garde de Patrice Lumumba, parce que les jeunes de l'UPC en 60 avaient une expérience de la guerre assez importante. Ils avaient fait la guerre contre les positions françaises au Cameroun, une guerre très difficile, mais ils avaient une certaine expertise de résistance armée et autres et tout. Lumumba n'avait pas ces moyens-là, et puis bon, l'Afghanistan ont dû faire ce qu'ils ont pu à l'époque. Une autre question de Georges. Ouais. Il y a un moment, ton exposé t'a dit qu'il y avait un peu cette injonction à voter, comme si c'est ce qui allait faire changer les choses. Et est-ce que tu peux, actuellement, dans la conjoncture actuelle, comment ça se passe au niveau des luttes par en bas, au niveau des luttes syndicales sur les lieux de travail? Et je te rejoins totalement sur le truc où tu disais qu'il fallait faire notre travail et nous, enfin comme disait le Tché, on est dans le cerveau du mal et c'est à nous d'agir sur le terrain. Mais voilà, il y a quand même toute une série de multinationales qui ont leur siège en Suisse, qui font de l'extractivisme au Congo. Donc, est-ce que tu penses qu'il y aura quand même des parallèles à faire, enfin, ou des échanges ou des luttes communes à mener entre ces multinationales qui pillent et qui commettent des crimes dans ces pays et qui après viennent se blanchir dans tous les sens du terme en Suisse? Oui, enfin, il y a vraiment des choses à faire ensemble, c'est sûr. Mais sur le combat souterrain, le combat à l'intérieur des sociétés, c'est ce que nous essayons de privilégier. C'est-à-dire que nous avons une stratégie, comme on dit, d'aller en tout cas nous implanter au cœur des sociétés. On dit de la base vers le sommet. C'est ce que nous voulons faire. Mais effectivement, il y a eu une dépolitisation assez terrible des populations africaines. Et il faut une repolitisation, il faut faire un travail de repolitisation. Parce que faire tout ça, il faut avoir la conscience politique, il faut avoir la conscience historique. Surtout pour l'Afrique, la conscience historique est importante. La conscience historique ne peut pas... La conscience politique en Afrique, sans la conscience historique, est même plus dangereuse. Vous pouvez penser bien faire avec une conscience politique, si elle est dénuée de conscience historique, vous risquez de faire plus mal encore sur le continent africain. Et donc, il faut reformer les communautés. Il faut évidemment travailler les syndicats. Vous allez rencontrer certains syndicats qui n'arrivent même pas à comprendre, qui sont même des fois en train de soutenir une position du FMI. Ils disent oui, le FMI exige du gouvernement de faire la transparence. Mais en échange, c'est quoi? Donc ça veut dire qu'il y a un problème de formation à faire pour comprendre que lorsque la contrepartie, c'est le dérèglement de l'État, c'est l'abandon en tout cas, des budgets de santé, d'éducation et autres et tout, la transparence de l'État ne fera rien, ne changera pas la situation des plus démunis. Ça veut dire qu'il y a une formation, la formation à la base qu'il faut. Le FMI, c'est aujourd'hui l'une des plus grandes institutions qui a accompagné les dictatures en Afrique. Le cas de Mobutu dont on a parlé tout à l'heure, le FMI a prêté à Mobutu, au point où sa fortune personnelle représentait à peu près les 2/3 de la dette du Zaïre quand il partait. Et cette dette-là continue à être payée aujourd'hui par les populations. C'est la double peine. Donc les syndicats, il faut de la conscience historique, même chez nos syndicats. Sans cette conscience historique, ça pose des graves problèmes. La formation, c'est le mot clé. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté de venir. Et s'il n'y a pas d'autres interventions ou questions, je vous invite toutes et tous à venir partager un appétit avec nous dans la salle principale. Merci beaucoup.